ce forum, c'est pour vraiment discuter des défis qu'il y a dans le secteur des énergies renouvelables au plan national et aussi sous-régional, voir comment, ensemble, en tant que société civile, nous pouvons coordonner nos actions pour réellement promouvoir les énergies renouvelables pour l'atteinte à l'indépendance énergétique au profit des communautés ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique. Pour le Sénégal, c'est ce que nous allons évaluer lors des travaux de groupe prévus dans ce forum. Donc, c'est selon les expériences des différentes organisations qui interviennent sur le terrain, nous pourrons lister ces défis et voir ensemble quel plan d'action nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir lever ces barrières-là pour la promotion des énergies. Donc, c'est à discuter en forum avec les participants. C'est vrai, il y a beaucoup d'actions de la société civile, mais il y a un adage qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est ce que nous recherchons à travers cette coopération que nous initions avec les différents acteurs. Donc, c'est d'avoir un réseau solide dans la sous-région pour vraiment impacter les politiques à l'échelle nationale et aussi sous-régionale pour la promotion des énergies renouvelables. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'ONG Action Solidaire Internationale qui déjà met beaucoup en œuvre des projets dans ce sens. Et donc, c'est une synergie d'action que nous entamons ensemble. Les principales attentes par rapport à cette initiative, dans un premier temps, réunir les OSC, les organisations de la société civile, qui s'activent dans les questions d'énergie pour former un réseau, qui ce sera l'objet de l'atelier de demain. Former un réseau et définir des objectifs bien précis et essayer dans cette dynamique d'allier les gouvernants, principalement du Sénégal et ensuite des pays partenaires, pour arriver à réellement mettre en place cet objectif de mix énergétique et pourquoi pas d'aller carrément dans la réalisation d'une couverture normale et de fournir aux populations la quantité nécessaire d'énergie renouvelable dont ils ont besoin et de laisser de côté les énergies fossiles en principe. Dans cette dynamique-là, ce serait assez difficile de dire qu'on va laisser de côté ces énergies pétrolières et gazières et favoriser les énergies renouvelables quand on sait que la technologie n'est pas carrément là et les fonds nécessaires pour carrément avoir la quantité dont on a besoin n'est pas encore là. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on pense faire, c'est d'y aller par étapes. D'abord, inciter les gouvernants à prendre en compte le développement de ce secteur des énergies renouvelables, parce que le Sénégal a fait d'énormes progrès dans ce sens, et de la même façon dans la sous-région. Et ensuite, essayer de pouvoir un fonds spécial qui va provenir de l'exploitation des ressources fossiles qu'on va allouer au secteur des énergies renouvelables. Et on peut se projeter dans le temps et dire que dans tel nombre d'années, on pourra carrément délaisser ces énergies-là parce qu'on aura une assise confortable par rapport à l'exploitation et la maîtrise du secteur des énergies renouvelables et la technologie. Ingénieurs, techniciens supérieurs, on se retrouve à être des quincailliers ou à des revendeurs de matériel et d'équipements solaires. Pourquoi je tiens à cela c'est que réellement, ces matériels et équipements qui nous sont importés, souvent sont fabriqués à des conditions qui sont complètement en déphasage avec les conditions dans lesquelles ces équipements et matériels sont utilisés. Je vais parler des conditions STC, 25 degrés, 1,5 masse d'air et 1000 watts par mètre carré. Est-ce que parce que mon intérêt se trouve au niveau surtout de la revalorisation de ces équipements. Est-ce que nous n'allons pas nous retrouver avec des déchets électroniques encore en surplus plutôt
que prévu si nous ne maîtrisons pas effectivement la qualité de ces équipements. Sur les conditions de fonctionnement, je suis parfaitement en phase avec vous. Je pense que moi-même d'ailleurs, je l'ai défendu à suffisance. Pour la question des conditions de fonctionnement, notamment les conditions de température, humidité, etc. c'est ça qui justifie derrière qu'au-delà du contrôle documentaire qu'on est en train de faire, avec par exemple l'importation des produits devant bénéficier de l'exonération de TVA, c'est pourquoi on a équipé aujourd'hui des laboratoires publics, certes, c'est vrai, qui sont logés au niveau des universités et des écoles polytechniques, et c'est là où se positionne également le centre de CTS, CT2S autant pour moi, qui appartient au secteur privé, de pouvoir se positionner pour le contrôle qualité des équipements importés ou produits, même d'ailleurs au niveau national, au niveau du pays, pour donner justement cette validité-là, que ces équipements-là, tels qu'effectivement ils ont été produits par ailleurs, fonctionneraient et auront une durée de validité conforme à leur principe de fonctionnement. Naturellement, on n'aura pas les mêmes résultats. Je suis scientifique de base. Je sais que derrière, si on vous dit qu'effectivement ces composants, notamment panneaux solaires, etc., fonctionnent sous des températures de 25 degrés, vous venez en Afrique, l'humidité change, la température ambiante, vous le voyez bien, la moyenne de la température, à la limite, dépasse 25 degrés. Or, eux, c'est déjà leur limite. Ça veut dire que derrière, il y a un travail d'arrache-pied qu'il faudrait faire avec la recherche-développement. Et je pense que ça, nos universités en sont conscientes et les résultats de recherche-développement le prouvent également à suffisance. Le Forum national sur les innovations technologiques en énergie renouvelable. Et ça, on le fait avec toutes les universités du Sénégal. Et quand une université organise, toutes les autres universités sont derrière. Et ce n'est pas que les universités. On invite également le secteur privé national, on invite le secteur bancaire, on invite les institutions de l'État, on invite la société civile. Action Solidaire Internationale, comme vous le savez, c'est une organisation qui intervient sur plusieurs axes. Mais nous pouvons citer 3 axes vraiment importants qui, pour nous, même représentent nos axes prioritaires. C'est déjà l'axe relatif au changement climatique, l'environnement, aussi l'axe relatif à l'énergie, à la promotion justement des énergies, l'accès universel à travers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Parce que pour nous, quand on parle d'énergie renouvelable, nous estimons que c'est vraiment des concepts intimement liés, et de sorte que donc nous faisons également dans l'efficacité énergétique. Mais nous faisons également dans tout ce qui est la gouvernance des ressources naturelles. Et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui Action Solidaire est véritablement en avance sur les questions relatives au gaz et au pétrole. Action Solidaire a réellement commencé à travailler sur ces questions à travers un projet. À travers un projet que nous avons réalisé avec le soutien de la CEDEAO à travers ECRE. Donc, c'est un projet qui portait sur l'autonomisation économique des femmes à travers le renforcement de l'efficacité énergétique et qui ciblait les femmes transformatrices de poissons, de produits halieutiques de Bargny. L'idée, c'était de dire que, compte tenu des conditions extrêmement difficiles par lesquelles nos femmes transformatrices de poissons de Bargny travaillent, bien sûr avec des conséquences que nous savons. Il nous avait été reporté qu'il y a eu beaucoup de maladies pulmonaires, et encore que la productivité n'était pas au rendez-vous. Donc, pour toutes ces constatations, une Action Solidaire Internationale avait pensé apporter une réponse. Et la réponse était justement de mettre en place ce qu'on appelle des fours améliorés, sous forme piping, qui permettrait non seulement aux femmes de pouvoir exercer leur activité de fumer les poissons en un temps record. Au lieu de passer 24 heures à fumer, bon, ça leur suffisait tout simplement de passer 6 heures, 7 heures pour fumer le poisson, mais également sans pour autant véritablement être perturbé par la fumée. L'idée, c'était de leur dire, mais écoutez, nous pensons que vous pouvez un peu nous rejoindre dans ce projet parce que c'est important.
elles étaient un peu débutatives et ils nous ont certainement laissé commencer la première phase. Et quand ils ont vu que c'était vraiment un succès, c'est là que nous avons eu effectivement le soutien du ministère de l'Environnement à travers le projet 2 et le soutien du ministère de l'Énergie, bien sûr à travers ANER, et il y a aussi UNIFAM qui nous a rejoints, et ça nous a permis justement de répliquer ce projet dans d'autres localités comme Khemé, Sendou, jusqu'à Kayar, où vous allez voir justement des séchoirs solaires. Et donc, ça nous a permis de sillonner tout le pays, non seulement de faire beaucoup de communication, mais aussi véritablement de permettre à ce que ces fourneaux soient vraiment introduits sur le marché. Et nous avons réussi à avoir un très bon taux de pénétration pour ces institutions. Depuis lors, Asie n'a pas reculé d'un iota. Nous en avons fait notre priorité et nous continuons effectivement dans cette dynamique, à côté bien sûr d'autres enjeux que nous considérons importants. Maintenant, le gaz est là, le pétrole est là. Action Solidaire est en train de voir comment véritablement avoir une position. Nous y travaillons en pensant que même si le gaz est au rendez-vous, que le Sénégal doit continuer les efforts déjà qu'il a fait dans les énergies renouvelables. Parlant de Caritas, nous avons un plan stratégique 2021-2025 au niveau de Caritas Sénégal que je coordonne. On m'a donné cette responsabilité-là. Au niveau du secrétariat national et des 7 diocèses qui couvrent les 14 régions. Et dans ce plan stratégique, tous les projets que Caritas doit développer dans la période 2021-2025 doivent avoir un impact sur le climat. C'est un point essentiel pour nous. C'est un secteur d'impact climat pour l'ensemble de nos projets. Deuxième élément d'information que je voudrais partager, nous sommes dans la dynamique d'ITAS, donc dynamique pour une transition écologique juste au Sénégal. En particulier Caritas, la Caritas diocésaine de Kaolack, qui est également tête de file sur la gestion des déchets. En 2014, pour faire un peu d'histoire, nous avons eu une réforme du secteur de l'hydraulique rurale qui nous a obligés, en ce qui nous concerne, à repositionner l'organisation dont le cœur de métier était l'hydraulique. En résumé, l'État du Sénégal a décidé de transférer la responsabilité de la gestion des forages au secteur privé, exploitation et gestion. La conséquence directe, c'est que nos bailleurs se sont retirés en nous disant qu'on ne peut pas financer des forages, presque 300 forages, pour qu'après ces forages se retrouvent entre les mains du secteur privé. Et donc, nous avons réfléchi en nous disant, puisque le périmètre de l'agriculture n'est pas encore concerné par les délégations de services, on va mettre l'accent sur l'eau productive. Quelqu'un l'a dit, on a beaucoup d'eau au Sénégal, mais la contrainte majeure, c'est l'énergie pour tirer cette eau, mobiliser cette eau. Le dernier forage que nous avons réalisé, nous l'avons fait à Ndiakhaï. Pour ceux qui connaissent le pays, c'est le Bas-Ferlo, donc dans la zone de Linguère. Nous sommes allés chercher l'eau à 230 mètres, mais avec des groupes thermiques, avec une consommation élevée. Et donc ça nous a amené à nous dire, donc, pour les prochaines générations de projets, notamment dans le secteur de l'agroécologie, nous allons systématiquement d'abord faire du mix, donc thermique et solaire, pour progressivement basculer vers le solaire, pour 2 raisons simplement. Si nous voulons développer l'agroécologie, l'agriculture, donc créer des emplois, il faut qu'on arrive à réduire les coûts de production aussi, pour que l'activité soit rentable. Et pour nous, les énergies renouvelables offrent cette opportunité. Donc c'est un point essentiel pour nous. Aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre un projet pilote à Oukout, c'est dans le Oussouy, sur 11 hectares. L'idée, c'est de dire, on vient dans cette zone, en accord avec la commune, on recrute 50 jeunes, ciblés femmes et garçons. Caritas met en place tous les investissements. La clôture, le bassin au sol de 300 mètres cubes, le système de goutte à goutte, les formations, les supports de gestion, les poulaillers, les couveuses solaires, une centrale photovoltaïque. Tout ce qu'on leur demande, c'est en réalité d'avoir une assurance médicale. Et disons ce projet pilote-là, nous allons le modéliser, mais faire des évaluations très précises sur les coûts, sur les avantages liés à l'énergie renouvelable, parce qu'on est en train de voir comment le mettre à l'échelle dans 20 autres communes. CODAE, c'est le collectif des organisations pour la défense des droits à l'énergie. Donc, c'est un collectif qui lutte pour qu'il y ait accès à l'énergie pour tous au Niger. Donc, quel que soit le type d'énergie. Donc, nous ne luttons pas seulement
pour les énergies propres, excusez-moi. Donc, c'est tout type d'énergie. Et les chiffres sont vraiment accablants que je vais vous décrire en quelques mots. Donc, au Niger, avec la capitale du pays, les 8 chefs-lieux de région, les 40 chefs-lieux de département, les 365 communes, il a été répertorié plus de 14 000 localités qui ont été géoréférencées. Maintenant, mais au Niger, même les points d'eau sont appelés localités, même s'il n'y a pas de gens, régulièrement les gens viennent pour abreuver leur bétail. Donc, il y a 14 000 et quelques localités qui sont géoréférencées au Niger. Et à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 950 qui ont l'électricité. Le taux d'accès à l'électricité au Niger est de 15%. Ça, c'est le taux officiel. Sur 100 Nigériens, il n'y a que 15 qui ont l'accès à l'électricité. Donc, c'est ce qui a poussé la société civile donc, à se réveiller et à demander pourquoi pas. Donc, il y en a qui disent pourquoi pas une centrale nucléaire d'un millier de mégawatts qui va satisfaire. Pourquoi pas mettre en valeur nos ressources solaires, nous en avons suffisamment, etc. Donc, voilà en fait le combat que mène Kodaye. Donc, Kodaye travaille au niveau national, surtout dans les domaines du plaidoyer. Donc, nous agissons au sommet de l'État pour influencer les politiques publiques. C'est dans ce cadre même qu'une association du Sénégal, INDA Chermont, nous a identifié et nous avons mis en œuvre un projet qui s'appelle ACOA, donc de 2015 à 2018, pour lequel j'étais venu à Dakar plusieurs fois. C'est accélérer la mise en œuvre des politiques énergétiques dans la zone CEDEAO. Donc la CEDEAO a mis en œuvre, a élaboré des politiques, mais qui sont là dans les territoires. Donc nous avons mis en œuvre avec INDA Chermont et certaines organisations de l'Afrique de l'Ouest, donc un projet pour réveiller nos dirigeants à internaliser ces politiques et à les mettre en œuvre. Nous, l'association qu'on appelle le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, qui est une forte organisation patronale, parce que regroupant pratiquement tous les IPP qu'on appelle les Independent Power Producers, donc qui injectent dans le réseau de la Sénélec. Et nous avons aussi effectivement des promoteurs d'ERIL qui viennent juste d'être changés avec la nouvelle loi sur dans le cadre du cadre favorable, dans lequel d'ailleurs je suis membre, pour passer de l'électrification rurale d'initiative locale en électrification rurale décentralisée, qui est la nouvelle appellation et qui a permis effectivement d'agglomérer pas mal de sites isolés en termes d'intervention et d'accès, parce que dans la politique de l'État du Sénégal, c'est quand même aussi une obligation régalienne de donner les services à toute la population partout où elle se trouve sur le territoire national. Mais ce cadre a été aussi favorisé effectivement par la mise en place du gouvernement sénégalais d'un cadre législatif, je me répète encore, apte à impulser le partenariat entre le secteur privé et le gouvernement qu'on appelle communément partenariat public-privé. Et ça nous a permis, dans le cadre du privé, de capter des ressources financières additionnelles pour exécuter ces projets à forte valeur ajoutée sociale, économique et environnementale. Je voudrais aussi effectivement parler des foyers améliorés, et aussi de la mise en place de systèmes de séchage solaire que nous avons mis en place. Donc, Asie d'ailleurs a beaucoup contribué avec des femmes transformatrices et aussi ANER au niveau des Ziguinchor, qui en même temps permettaient aussi de la réduction de la pénibilité au travail des femmes. Et d'ailleurs, il est déjà très avéré par une étude qui a été confiée au cabinet CEMIS pour montrer véritablement l'aspect positif qu'ont les énergies renouvelables, aussi bien sur la santé, l'éducation, l'emploi et la formation. Aujourd'hui aussi, on ne peut pas parler d'énergie renouvelable sans parler d'efficacité énergétique, par exemple. Et pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, le problème principal des énergies renouvelables, ce n'est pas la technologie, mais c'est le coût. Et quand on parle de coût, donc ça veut dire que chaque fois quand il y a un projet où le coût est exorbitant, il faut trouver des alternatives
pour au moins réduire ces coûts-là du point de vue financier. C'est pourquoi aujourd'hui, les grands projets presque d'énergie renouvelable même, au préalable, doivent passer par l'efficacité énergétique. Ça veut dire l'amortissement des coûts, et maintenant l'optimisation aussi de toutes les puissances qu'on peut avoir. Parce que quand on va installer une centrale d'énergie renouvelable, il faut comprendre que la base, il faut faire une étude. L'étude, c'est des dimensionnements à mettre en place. Et le dimensionnement ne peut pas se faire sans les équipements qu'on doit alimenter. Et sur la base de ça, l'efficacité énergétique a un rôle important. Ça veut dire le choix des équipements, mais aussi le comportement des utilisateurs qui pourront avoir un impact sur le coût. Dans les zones rurales aussi, le problème principal, c'est l'accès aux terres. Parce qu'on sait que chaque fois qu'on va installer des projets d'énergie renouvelable, parfois il y a des problèmes entre les populations et vraiment les bailleurs. Parce que parfois, il faut occuper des hectares, et souvent ce sont les champs des populations qu'on récupère. Et maintenant, le fait de faire, par exemple, une étude d'efficacité énergétique peut réduire vraiment l'espace vraiment que les producteurs vont prendre sur ces populations-là. Et merci encore à Action Solidaire Internationale de nous avoir prêté main forte pour que nous puissions nous retrouver là, pour qu'ensemble nous puissions discuter. Donc, merci encore au président, notre maître d'orchestre, qui fera en sorte que, en sortant de cette salle-là, nous puissions atteindre les résultats pour lesquels nous sommes venus. Une coalition en marche pour faire un plaidoyer conséquent pour les énergies renouvelables. Je représente la plateforme du Niger pour les énergies renouvelables qui a été mise en place dans le cadre des activités de CESAO AI. Donc, je suis de CODAE, collectif des organisations pour la défense des droits à l'énergie, qui est une des structures qui porte la plateforme du Niger. Donc, nous sommes venus au Sénégal. C'est pour participer à l'atelier national du Sénégal d'abord, hier, puis à la mise en place d'un réseau régional ou une plateforme régionale qui va regrouper tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, donc pour une synergie d'action. Nous avons estimé que si on s'unit, on devient plus fort. Et une fois fort, on peut influencer toutes les politiques. Donc, nous nous sommes rendus compte que avec Action Solidaire Internationale et les organisations sœurs du Bénin, du Burkina, du Mali, du Niger, etc., et si on s'associe, on peut vraiment mettre en place une coalition très forte et très dynamique qui peut influencer toutes les politiques de l'accès en énergie, surtout de l'UMOA, de la CEDEAO, où les grandes décisions se prennent. La raison de ma venue à Dakar du 1er au 2 mars, c'est pour participer au lancement officiel du réseau des coalitions nationales en Afrique de l'Ouest pour les énergies renouvelables, appuyé par le CESAO à travers le nouveau projet de coopération pour 100% d'énergie renouvelable en Afrique. L'objectif de ce projet est de renforcer la
la participation des organisations de la société civile au pilotage des initiatives en matière d'énergie renouvelable et surtout permettre à nos différents pays et leurs coalitions nationales qu'elles ont mis en place d'être beaucoup plus actives et outillées afin de réaliser le travail de plaidoyer qui nous est demandé. Au Bénin, nous sommes en train d'avancer grandement sur les questions d'énergie renouvelable parce que le Bénin s'est doté il y a 2 ans d'une politique nationale en matière d'énergie renouvelable qui est en train d'être mise en application et également il y a un certain nombre de projets, notamment de centrales solaires, etc., et de développement d'autres technologies en matière d'énergie renouvelable qui sont en cours de développement au Bénin. Donc, le Bénin est vraiment en train de vouloir amorcer, et depuis un certain nombre d'années, l'amélioration de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Je voudrais remercier Asie pour nous avoir invités à participer à cette rencontre qui porte sur la mise en place de la coalition du Sénégal pour conduire le plaidoyer pour l'accès des populations aux énergies renouvelables afin de soutenir la transition écologique dans nos pays. Au-delà de la coalition du Sénégal, nous allons mettre en place la coalition sous-régionale qui comporte de l'Afrique de l'Ouest, qui comportera en plus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal, d'autres pays, même au-delà de l'Afrique francophone, des pays de l'Afrique anglophone. Donc c'est le départ d'une dynamique sous-régionale de soutien mutuel, de synergie d'action afin que nous puissions faire des plaidoyers, porter la voix des communautés pour l'accès durable aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. L'idée après la mise en œuvre de ces réseaux, c'est de partager des actions ensemble et individuellement dans nos pays pour que les politiques qui ont été adoptées par nos pays et au niveau de la CEDEAO sur la transition énergétique puissent avoir des résultats sur le terrain et que cela se ressente sur nos populations, notamment qu'il y ait plus d'accès à l'énergie et notamment aux énergies renouvelables, que cela soit fait à des prix qui sont abordables par les populations et que cela prenne en compte leurs besoins réels dans le temps et dans l'espace. Alors, la raison de notre présence ici, notre participation à la mise en place du réseau un peu ouest-africain des coalitions pour la promotion des énergies renouvelables au Burkina Faso, dans le cadre du projet que met en œuvre CESAO pour la sous-région. L'objectif de ce projet est un peu autour des coalitions nationales mises en place, de fédérer les coalitions en une plateforme sous-régionale pour pouvoir mener le plaidoyer en faveur des énergies renouvelables à l'endroit des autorités régionales et sous-régionales, ainsi que des autorités nationales au niveau des différents pays où les coalitions sont mises en place. Et tout ça pour la promotion des énergies renouvelables. Alors, au niveau du Burkina Faso, la politique des énergies renouvelables se caractérise surtout par la dernière loi, la loi 017 qui a été prise en 2016 par le gouvernement du Burkina Faso, qui donne une place prépondérante aux énergies renouvelables au niveau du Burkina Faso. Et dans le cadre de ce projet, les organisations de la société civile ont été prises en compte et nous suivons en fait la mise en œuvre de cette politique-là afin de nous assurer de sa mise en œuvre cohérente avec en fait les besoins des populations à la base.